Qu'on se présente. On fait un petit tour pour se présenter. Oui, rapidement, oui. Alors, Jackie Clavel, vice-président de l'ADC en charge de l'animation des régions. Je ne te vois pas, moi, Jackie, je ne te vois pas. Eh bien non, mais directeur d'une maison d'accueil spécialisée dans le Gard, donc à ce titre concerné par le handicap. Donc, j'ai une double connexion puisque ma vidéo de mon ordi ne fonctionne pas. Donc, j'ai la connexion association ADC et après, je suis sous mon nom. Voilà. Voilà, donc, la suite, j'ai Hubert, moi, sur le… Bonjour, Hubert Delandvoisin. Je suis à la retraite depuis 1 an. J'étais directeur de dispositif, donc de 2 ITEP, un IME et des structures intégrées. Et on a travaillé avec Jean-René Louba, certains aiment que d'autres détestent, sur l'inclusion et la désinstitutionnalisation pour créer des plateformes de services. Donc, je suis très intéressé et ça fait longtemps que Jean-René Louba nous disait que ça allait s'accélérer. Donc, voilà. J'avais envoyé un petit texte à Didier Chapuis, je ne sais pas s'il a transmis justement sur mes questions. Parce que je pense qu'il y a des questions éthiques qui vont s'accélérer autour de ces… Voilà, et j'ai eu Jean-René Louba qui m'a envoyé un petit délégat très bref, mais je peux vous en parler. D'accord. Michel. Michel Foy, secrétaire administratif de l'ADC depuis de nombreuses années. Coucou Michel. Coucou. Betty. Betty. Ah, je n'ai pas écouté, pardon. Donc, Betty Derache, je suis directrice dans l'Allier d'une plateforme qui regroupe foyer d'hébergement, foyer de vie, service d'accueil de jour, maison relais, SAVS, voilà, donc directement concernée par ce texte. Et également, donc, je suis la vice-présidente en charge du politique sur l'ADC. Estelle. Bonjour à tous, Christelle Auduro, je suis au sein de l'ADC, présidente du comité éthique et actuellement en poste sur une mission de direction de transition au sein d'une ADAPI, l'ADAPI Corse du Sud, donc en direction de structures ESAT multisites. Voilà, direction transition puisque intervenant après une vacance de poste dans un contexte voilà, relativement complexe. Merci. Alexandra, qui a le micro coupé. Bonjour. Donc Alexandra Lubrani, je suis directrice d'un DITEP en Savoie, la Ribambelle. Secrétaire de l'ASDES, Association savoyarde des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, dont fait partie Alain Autier. Et donc, on a eu une invitation à votre réunion par Alain. Et par ailleurs, je suis administratrice à l'AIR, Association des ITEP et de leur réseau. Voilà. Donc, tu connais Rachida? Bonjour, tout à fait. Monsieur Jean-Marc, vous mettrez votre micro quand ce sera votre tour, s'il vous plaît. Didier, Jean-Luc, je veux dire, pas Jean-Marc. C'est pas grave. Bonjour à tous, je suis Didier Cohen, je suis directeur d'un IME et d'un CESA dans la région parisienne et je fais partie du comité éthique depuis cette année. Merci. Aude. Aude Bertin, je suis directrice d'un IME en Savoie, à côté de Chambéry, et d'un CESAD, et d'une UEA. Très bien, merci. Alors, Monsieur Michon, je pense que c'est ça. C'est ça. Bonjour, Étienne Michon. Je suis directeur d'un foyer d'accueil médicalisé en Isère et d'une maison d'accueil spécialisée en Savoie pour Sésame Autisme Rhône-Alpes. Très bien, bienvenue. Alors, hop, voilà, donc la masse GAPAS. Oui, René Andolo, directeur
d'une maison d'accueil spécialisée dans les zones qui accueille des personnes autistes adolescents à partir de 14 ans. Merci. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine Lotte, je suis adhérente à l'ADC. Hop, on n'entend plus. Elle a son micro, en fait. Voilà, je l'ai remis, ça Voilà. y est. Oui, Marie-Madeleine Lotte, je suis adhérente de l'ADC depuis de nombreuses années. J'y suis restée en tant qu'adhérente retraitée. Je suis élue dans une grosse association qui gère plusieurs établissements sociaux, médico-sociaux et qui est en plein dans la transformation de l'offre médico-sociale. Donc, ça m'intéresse toujours. Merci. Isabelle, mets ton micro. Isabelle Briard, donc je suis directrice d'un pôle hébergement, foyer de vie, foyer d'hébergement, SASLA, pour personnes en situation de handicap mental en Normandie, à Caen. Et je suis aussi vice-présidente à la communication de l'ADC. Merci. Alors, Madame Oulière. Oui, Nadine Oulière. Donc, je suis directrice de l'ESAT Arc-en-Ciel, qui dépend de la PARC. Donc, je suis collègue de Martine Sellier. Je suis donc en poste sur cet ESAT jusqu'à la mi-janvier, puisque je vais occuper par la suite un poste dans un foyer d'accueil médicalisé, maison d'accueil spécialisée. Donc, concernée et intéressée à double titre. Toujours à la PARC, le prochain poste? Pardon? Non, pas la PARC, dans une autre association, APF. D'accord. C'est au tour de notre super organisatrice des Journées de Bordeaux. Martine, c'est à toi. Mets ton micro. Le micro, Martine. Oui, bonjour. Donc, Martine Jourdain-Bernard. Donc, ma dernière activité pour l'ADC, c'était d'organiser les journées à Bordeaux au mois d'octobre. Plus généralement, j'ai été directrice d'établissement pour jeunes adultes et adolescents en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés. Et aujourd'hui, je suis dans une structure régionale d'appui, donc je ne suis plus en poste de direction. Je suis chef de projet avec une casquette plutôt médico-sociale, mais aussi des missions transversales. Et je garde un intérêt particulier pour le handicap, pour ma présence. Oui. Allez, Jeanne, ce coup-ci, c'est à toi. Ah, c'est à moi. Bon, je crois qu'il y a pas mal de monde qui me connaît, donc je suis retraité actuellement. En fait, ce n'est pas mon cœur de métier et je viens surtout pour me perfectionner, puisque je suis donc au PEP Lorest et Marie-Madeleine, c'est ma chef de bord départementale. Comme je suis au collectif Handicap 57, j'ai vraiment besoin d'élargir mes connaissances. Voilà. Donc, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci, Jean-Luc. Sandrine Nervé. Bonjour, donc je suis directrice du dispositif phare, Pôle accompagnement, Pôle handicap d'accompagnement et de ressources pour l'enfant de l'atelier de Chambéry. Donc c'est DIME, dispositif IME. Donc un IME, 2 CESAD, un PCPE. Je suis aussi présidente de l'ASDES, l'association des directeurs de Savoie, et j'ai été également invitée par Alain Autier. Très bien. Voilà. Super, Alain. Ouais. Sandrine Gillet, avec un peu d'exotisme et de chaleur pour nous. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Sandrine Gillet, je suis directrice adjointe du pôle handicap à Amnésie-Mahorais. Donc, Amnésie-Mahorais est rattaché au groupe SOS Paris. Donc, le pôle handicap comprend plusieurs établissements, c'est-à-dire un IME, un CESAD, 2 CAMS, dont un en ouverture, un DITEP, un dispositif d'accueil temporaire, plus deux ouvertures d'établissement, une plateforme autisme et un dispositif intégré IME-CESAD. Et puis aussi sur 2 secteurs adultes, une résidence accueil et on accompagne un groupement d'entraide mutuelle, mais c'est plus de la part de la psychiatrie adulte. Voilà. Et donc tout ça à Mayotte. Ah, oui, à Mayotte, pardon. Oui, tout ça à Mayotte. Excusez-moi.
Tatar, donc. Oui, bonjour, Christophe Martel, directeur de 2 CAMS dans le Pas-de-Calais, et j'ai reçu l'invitation par le biais de la délégation Hauts-de-France. Voilà, et je suis content d'être parmi vous cet après-midi. Gentil, merci Philippe Fournier. Voilà. Monsieur Rousseau. Oui, bonjour, donc Jean-Rémy Rousseau. Avec Martine, j'ai contribué aux Journées de Bordeaux. Je suis directeur dans un établissement public. Donc, on est 4 directeurs. Donc là, je suis directeur adjoint pour l'ensemble des établissements. Il y a la protection de l'enfance avec un foyer de l'enfance, un centre familial et un placement familial. Puis après, il y a du handicap avec IME, CESAD, ITEP, 2 ITEP, 2 DITEP. Voilà. Et puis, il y a CMPP départemental. Voilà, donc après, je participe aux travaux du CREAI, de l'ADC, du GEPSO, de la FEDE-CMPP, voilà, pour essayer d'avoir des informations un peu globales sur l'évolution du secteur. Voilà, je m'intéresse particulièrement à la transformation de l'offre. En ce moment, on est en train de créer une PCO adossée au CMPP. Voilà, c'est pas évident, c'est pas simple. Moi, mon souci, c'est surtout les limites qu'on donne à nos pratiques dans les conditions dans lesquelles nous sommes et que nous ne maîtrisons pas toujours, et le coût de la transformation, le coût humain et le coût plus financier, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que la transformation, je crois qu'elle est lancée, on est obligé de s'y faire. Par contre, ce que ça coûte et dans quelle limite, ça me paraît un élément important. Voilà. Merci beaucoup. Il ne manque plus que Cédric de l'Occitanie. Oui, bonjour, Cédric de Gavel dans le Tarn, région Occitanie, directeur d'une association qui gère un foyer de vie pour personnes handicapées et un EHPAD. Je suis adhérent ADC, c'est à ce titre que j'ai reçu l'invitation. Voilà. Un intérêt pour tout ce qui est mouvance et évolution, quelle qu'elle soit. Donc, attentif sur le dernier rapport de l'IGAS. Merci beaucoup. Tu vois que Betty, tu as un auditoire très intéressé, motivé et surtout déjà instruit de la chose qui nous préoccupe aujourd'hui. Bon, c'est parfait, on va pouvoir se lancer. Donc, comme l'a dit Jackie en introduction, on n'est absolument pas là pour poser un cours sur le dernier rapport. Je n'en serai pas du tout maître. Donc, voilà, l'idée, c'est surtout d'échanger à partir de 2-3 points et puis ensuite de pouvoir récupérer vos positions, vos éclairages, vos réflexions pour que ça forme vraiment aussi la base de la réflexion de l'ADC et ce que l'on peut porter plus haut au niveau des régions et au niveau national. Donc, le texte de l'IGAS paru en mai 2021, on voit quand même que c'est un texte qui a été conçu très rapidement, en 6 mois. Donc, la tâche était quand même lourde. Il y a énormément d'annexes, énormément d'enquêtes qui ont été menées. Mais bon, tout ça en 6 mois, donc on peut quand même se poser la question de la rapidité de l'action. Et après, c'est de voir ensemble ce que l'on peut retirer comme aspect positif, aspect négatif, et voir vos besoins ensuite à partir de ça. Donc, bon, j'en ai fait une lecture, mais qui est la mienne, qui est aussi celle de mon terrain, qui n'est forcément pas le même. Voilà, ce que je constate, c'est qu'on est sur des secteurs très, très différents les uns et les autres, et c'est peut-être aussi ça qui va être très intéressant dans cette commission. Ce qu'on peut dire en préambule de ce rapport, c'est que le rapport, il a été réalisé en sortie de crise sanitaire et en fait, il a été fait pour tirer les enseignements et de la crise et des assouplissements qui avaient été apportés par les deux ordonnances du 25 mai et du 9 décembre 2020.
et c'est posé comme tel, hein, parce que dans le texte, on a capitalisé sur les assouplissements et les dérogations mis en place pendant la crise sanitaire. Donc, je pense qu'une des premières choses que moi, j'aimerais évoquer avec vous et de voir un petit peu votre sentiment, c'est sur les objectifs clairement énoncés avant d'aller sur les 21 recommandations, puis je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de regarder les 21 recommandations, mais c'est déjà de voir avec vous ce que vous pensez sur les objectifs énoncés. Donc, il y en a deux. Il y a la responsabilité populationnelle des ESMS au niveau de leur territoire et la réponse inconditionnelle aux besoins des personnes en situation de handicap. Sur la réflexion moi, que j'aimerais échanger avec vous, c'est en premier lieu sur la responsabilité populationnelle. On est à nouveau ici sur des termes issus du sanitaire, donc ça questionne grandement l'ADC, c'est-à-dire que voilà, on a eu Séraphin PH, voilà, qui sortait directement du sanitaire, travaux organisés quand même par un médecin à la base. On a eu donc l'ANESM qui est passé à la chaise, voilà, et aujourd'hui on a des termes qui sont pleinement empreintes sanitaires et avec des références dans le texte du rapport faites à partir d'expériences, là encore, tirées du médical. Alors moi, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur cette responsabilité populationnelle qui est censée être une responsabilité partagée. En tout cas, c'est posé comme tel dans la définition sanitaire, là encore. Et dans le texte, on est sur la responsabilité populationnelle des ESMS. Moi, ça me questionne parce qu'une responsabilité, comme je l'ai posée, elle est censée être partagée. Et un des grands absents de ce texte, pour moi, ce sont nos financeurs, conseil départemental, ARS. Donc, comment est-ce qu'on pose cette responsabilité populationnelle sans avoir l'ensemble des partenaires autour de la table et autour de ce texte? Voilà, enfin, ça, c'est déjà pour moi une première chose. J'ai regardé un petit peu la définition de responsabilité populationnelle. On est sur, normalement, donc dans l'ordre, meilleure santé, meilleure prise en charge, meilleur coût. En sachant que quand on regarde un petit peu, en fait, on inverse très rapidement la tendance en partant de meilleur coût, meilleure prise en charge et meilleure santé. Et en sachant que dans la définition sanitaire, si je ne me trompe pas, hein, je ne suis pas juriste, hein, humblement, j'ai essayé de regarder un petit peu. En fait, on partait, au lieu de partir sur des problématiques de santé qui étaient très complexes, on partait de problématiques de santé qui étaient beaucoup plus larges, qui étaient sur beaucoup plus de personnes, et ensuite on essayait d'y répondre forcément beaucoup plus largement. Et donc, on n'était pas sur des problématiques pointues ou complexes. Donc, c'est-à-dire que plus on répondait large et plus on répondait forcément à un objectif de meilleure santé beaucoup plus vaste. Alors là aussi, moi, ça me pose question. C'est-à-dire que là, on ne traite pas d'un mal de dents. On parle de personnes qui sont en situation de handicap. Le handicap, j'aurais beaucoup de mal dans mes établissements à le cibler à une problématique. Je crois que ça, je pense que vous le partagez. Et donc, de faire ce terme de responsabilité populationnelle qui est censé s'attacher à une problématique de santé, bon, on voit que dans notre secteur, ça va être quand même un petit peu compliqué. En tout cas, voilà, ça, c'est ma première observation sur ce terme-là. Donc, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez pu un peu regarder ou si ça vous parle. Voilà, donc je vous laisse la parole sur ce point-là et puis si autrement, je passerai à la suite. Je vous laisse sans voix. La première question étant toujours la plus complexe, on va directement passer à la seconde. Alors ensuite, on a sur la réponse inconditionnelle sur laquelle j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'il me semble que dans nos établissements et services, on recherche toujours à répondre à des situations qui sont complexes et non pas inconditionnelles. C'est-à-dire que demain,
je me verrai mal répondre à des besoins auxquels je ne peux pas répondre. C'est-à-dire que demain, moi, je n'ai pas, par exemple, d'habilitation à recevoir des personnes présentant des troubles autistiques. Je ne dis pas qu'on n'en reçoit pas, mais je n'ai pas d'unité dédiée. Si demain, voilà, j'ai, je ne sais pas moi, 10 personnes TSA, 10 avec des problèmes de handicap psychique, 10, enfin voilà, je me dis que l'accueil inconditionnel, si elle se voit de ce côté-là, ça va être quand même très, très complexe, même si effectivement l'ouverture vers des partenaires est indispensable. Et je pense que là aussi, dans nos établissements, c'est quelque chose que l'on met en place. Mais cette question de la réponse inconditionnelle m'interpelle et je le mets en lien aussi avec ce que l'on peut nous demander au travers de la qualité attendue de nos établissements, de notre étude de population accueillie qui doit être affinée dans nos rapports d'activité, dans nos projets d'établissement et ensuite dans nos évaluations. Comment est-ce qu'on affine des besoins à partir d'une population que finalement qu'on ne connaît plus du tout. Voilà. Mais c'est peut-être moi qui ai une vision trop simpliste des choses, j'en sais rien. Donc voilà, donc il y a ces deux objectifs énoncés qui vont forcément avoir un énorme impact sur la façon de prendre en charge nos établissements par la suite. Ouais. L'inconditionnalité, c'est soit on est spécialiste en tout, soit on a un ensemble d'établissements qui peut répondre à toutes les spécialités. Voilà. Sinon, c'est du blabla idéologique. Voilà. Moi, je ne suis pas omnipotent, omniscient. Hein. Donc, j'ai beaucoup de mal aussi avec cette notion. Oui. Alors, juste pour dire que moi, j'ai travaillé avec Jean-René Louba, donc on était encore plus loin hein, sur l'histoire des coordinations de parcours et de la simplification pour les personnes en situation de handicap et la notion de territorialité qui soit mieux représentée, puisque là, moi, je trouve qu'on a un déficit entre nos associations dans certains secteurs. Donc, l'inconditionnalité, elle sera quand la territorialisation sera effective. Effectivement, il faut être polyvalent. Ça demande à une structure d'avoir une polyvalence énorme et de voir comment on peut s'associer, ce qui va être très, très compliqué dans le milieu. J'ai déjà fait une fusion d'associations, ça a été très, très complexe. Hein, je ne sais pas si vous l'avez vécu. Pour les administrateurs, c'est une perte d'histoire. Mais l'inconditionnalité sera très intéressante. Vous me parlez tout à l'heure de Martine Sédier qui a un gosse actuellement. Les gosses, je ne sais pas si vous avez assisté, moi ça fait un an que je suis en retraite, mais c'est un peu l'horreur. Chacun baisse la tête, personne ne veut répondre. Donc voilà, c'est peut-être des termes un peu forts qui sont dans le rapport, mais je trouve qu'ils sont intéressants parce qu'ils ouvrent quand même le champ. Cette réforme, enfin, je ne vais pas trop prendre la parole, mais Jean-René Louba l'a voyé avant le Covid, 2 ans. Donc il avait déjà anticipé un peu ce truc-là. On l'aime ou on ne l'aime pas. Hein. Il est quelquefois un peu dramatique, mais il nous a amené sur un nouveau fonctionnement qui posera des questions éthiques après, hein, parce que quand on ira sur la coordination de parcours totale, on sera dans un accompagnement très particulier pour les directeurs, puisqu'on sera dans on va se partager les choses avec le privé, on va dire, et on sera comptable de l'autre prestation. Mais je trouve que le fond n'est pas mauvais parce qu'il lance le débat. Et ce que dit René Louba, je lui ai demandé ce qu'il pensait de ce rapport. Il a dit que c'était intéressant parce que ça ouvrait le champ, mais que pour lui, il voit défiler un nombre de textes incroyables et que ce qu'il regrettait, c'était l'absence de coordination et de cohérence déjà entre la DGCS, la NAP, la CNSA. Et que voilà, pourtant il soutient cette démarche, mais voilà. Donc on pourra en reparler après, mais voilà un peu mon premier. Il y a la question, je me permets, la question aussi du timing. Tu disais tout à l'heure, Hubert, que d'après Jean-René Louba, la temporalité prévue était de l'ordre de 2 ans. Ça m'a beaucoup surpris dans la mesure où il me semblait qu'on était dans quelque chose de… Très certainement, on sera dans quelque chose de plus lent, je l'espère. On l'a vu avec Séraphin. Les choses sont inscrites, voilà, on le sait, cette évolution depuis… la loi HPST, la sanitarisation de notre secteur
on la voit venir gros comme une maison. Et le problème, c'est que voilà, c'est que Séraphin, on l'attend depuis Mathuse, et ça commence à arriver maintenant. Ça ne veut pas dire que je le souhaite, hein, attention, hein, ne confondons pas. Mais voilà, donc la temporalité, se rajoute à ça les questions d'ordre politique, hein, avec comment dire, les rendez-vous électoraux et tout, qui font que nos politiques sont souvent un peu plus frileux, etc. etc. Voilà, donc c'est... Sauf que sur le rapport IGAS, la temporalité, elle est très claire. Est-ce que ça sera voté? On ne sait pas, mais il est bien question de 1 an, 2 ans pour les transformations des ESMS. Et moi, ça m'a pas mal impressionné parce que jusqu'ici, on était dans le système français, comme dit Jean-René Louva, c'est-à-dire qu'on avance et on recule sans cesse. On ne peut pas accepter ce qu'ont fait les Scandinaves. Hein. Vous voyez cet été, voir un peu comment ça se passe. Mais ça s'accélère quand même. Alors après, effectivement, il manque des outils. Je vais tout de suite déballer mon truc. Séraphin est incompatible avec cet accompagnement. J'ai séraphiné tous les enfants d'un des IME que je suivais. C'est très complexe d'une part, et ça n'aboutit pas à quelque chose de très clair pour un financement. Par contre, j'ai commencé à développer le Vineland 2 au niveau du Maine-et-Loire avec des collègues, puisque c'est un outil qui permettrait peut-être d'avoir des objectifs plus clairs par rapport aux personnes que nous accompagnons et de pouvoir discuter avec plusieurs partenaires, c'est-à-dire aussi bien l'aide sociale à l'enfance que la pédopsie, en utilisant un langage commun, ce qui est vraiment notre grosse problématique dans tous nos secteurs. Voilà. Et ça ouvre un autre souci en termes de langage commun, c'est que là aussi, nos MDPH ou MDA, en fonction de comment est-ce qu'elles s'appellent sur les départements, ont encore un autre langage, et beaucoup d'entre elles restent encore sur du GEVA, ont leur propre système d'information qui n'est pas celui proposé dans le texte. Hein, dans le texte, on est sur du via trajectoire, voilà. Sauf qu'ils viennent de changer de système et que ce n'est pas via trajectoire, c'en est encore un autre. Donc, ils l'ont changé il y a moins de 2 ans. Ils vont être vraiment très, très mis à mal s'ils doivent à nouveau en changer. Donc, c'est vrai que ça pose le problème du langage commun. Lequel? Voilà. Pour arriver à ce projet personnalisé de la personne, qui aboutit à des prestations et qui aboutit enfin, au bout du bout, à un financement et des coopérations. Donc, c'est vrai que ça, c'est une des choses que moi, je regardais dans le texte, qui est un des aspects. Alors, il n'y a pas que des aspects négatifs dans le texte, on viendra sur les aspects positifs, mais un des aspects qui, moi, donc, je l'ai dit en préambule, c'est l'absence de la parole des financeurs, conseils départementaux, et ARS, parce qu'au bout du bout, c'est quand même eux qui vont financer ces mesures. Et aussi, c'est la question des diagnostics. Diagnostic de territoire, qui est la recommandation numéro 11. Là aussi, on n'est vraiment pas égaux d'un département à l'autre. Et les ambitions du texte sont très importantes, sont plus que louables. Hein. Vraiment, je crois qu'on les attend tous, ces diagnostics de territoire, mais on en est encore très, très loin. Et là aussi, ce n'est pas de notre compétence. Pour le coup, on peut participer à, mais ce n'est pas nous qui sommes maîtres d'œuvre en la matière. Et enfin, sur le diagnostic individualisé, donc ça, c'est la recommandation numéro 12, le diagnostic individualisé, il est censé, dans le texte, être réalisé par les MDPH. Donc, quand on sait que dans les départements, ils arrivent à peine à faire des diagnostics pour les PCH, enfin, voilà. Ou alors, oui, ça va peut-être être, enfin, je ne sais pas, est-ce que ça va aboutir à des prestataires extérieurs qui vont faire cette évaluation, mais combien, là aussi, ça va coûter au nom de la neutralité attendue, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne sera pas nous, parce que nous sommes déjà, enfin, on est déjà inclus dans la question, donc on n'est pas neutre. Donc voilà, enfin, ça aussi, ça m'a interpellée. Alors, je suis désolé, je continue. L'histoire du Vineland, moi, ça m'intéresse parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait développer. Qui pourrait le faire? Effectivement, on était sur les coordinateurs de parcours.
avec une petite aparté en disant qu'en ce moment, les coordinateurs de parcours sont considérés comme des chefs de service dans certaines associations. Donc, ça coûte moins cher qu'un chef de service et c'est interne, alors que ça doit être totalement externe. Et ce que conseiller Jean-René Duba, pour éviter des coordinateurs de parcours isolés, parce que je les plains, hein, c'est une catastrophe. Suivre 40 familles, se faire engueuler par tout le monde, c'est impossible. Je ne vois pas comment ils peuvent tenir longtemps, parce que j'ai eu des anciens salariés qui m'ont demandé de monter quelque chose avec eux pour faire libéral en coordinateur de parcours. Je leur ai déconseillé totalement. Par contre, c'est aux associations de monter, on va dire, des pools transversaux aux associations dans un département pour avoir des coordinateurs de parcours qui seraient beaucoup plus respectés que ceux qui existent actuellement et qui permettraient de faire ces évaluations et de suppléer à la FDPH qui sera dans l'impossibilité de faire ça, ça en est très clair. Mais il faudra ce processus-là quand même pour un parcours beaucoup plus justifié. Alors après, quel outil, si l'État peut mettre mieux que le Vineland, mais il faudrait que ça soit un outil commun, parce que c'est agaçant. Ça fait 40 ans que j'ai essayé d'avoir des outils communs dans mes établissements. Déjà, c'était très compliqué. Chaque équipe ayant son truc d'évaluation meilleur que l'autre. Quand un enfant passait moi, j'ai été en IME et en ITEP, et quand on transférait l'enfant, on ne se comprenait pas complètement. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu énorme sur cet outil commun et respecté. Mais qui va décider? Il faut que ça vienne, pour moi, c'est de l'ARS. Ce n'est pas nous qui allons faire remonter. Nous, on l'a fait de façon expérimentale. Et question, qui finance? Pardon? Qui finance ces coordinateurs de parcours? C'est la grande question, c'est-à-dire que l'idée, c'est ce qu'on retrouve un peu dans le document que développe Elouba, c'est que la coordination, c'est prestation, besoin-prestation. Donc la personne, on définit ses besoins, une prestation est délivrée. À partir de là, soit il va sur des prestations en interne dans un établissement ou avec les libéraux. Alors ça va détruire un peu notre milieu. J'ai beaucoup de collègues qui m'ont dit n'importe quoi, c'est la fin du médico-social. Oui, c'est la fin du médico-social tel qu'on l'a connu. Enfin, moi, j'ai été éducateur il y a très longtemps, enfin, on était dans un autre monde. Hein. Sauf que la réalité qui nous entoure, c'est ça. Donc, il vaut mieux le faire avec. C'est comme l'arrivée de l'Internet. Quand j'ai fait le premier document sur Internet dans le médico-social en 98, je me suis fait foutre de moi par tout le monde en disant que ça ne servait à rien, que c'était une catastrophe. Oui, sauf que si on n'anticipe pas, ces débats-là, ils vont être imposés. C'est ce qui s'est passé en Norvège et ils y sont arrivés. Ça a été dramatique le début. Christelle? Oui, c'est-à-dire que je trouve intéressant aussi globalement cette évolution. Si on se place, si on prend la place d'un usager, quelque part, il a plein de possibilités voilà, d'évolution, de bénéficier de complémentarité de services sur un territoire, à condition effectivement que ce territoire se coordonne entre structures. Je crois que tout le challenge, et on a un grand défi, et je m'inclus dans ce défi de pouvoir en effet travailler en inter-établissement, inter-institution, pourquoi pas créer des groupements. J'ai envie d'être positif par rapport à cette démarche sous l'angle du parcours autonome et citoyen de l'usager. Certes, qui peut faire appel à des prestations. Alors, après, c'est prestations en soi, si on met la qualité derrière et qu'on garde une dimension éthique et qu'on arrive à se coordonner, ça peut être, je pense, un super outil aussi. Et un outil d'ouverture, d'inclusion sur le territoire. J'ai envie d'être très positive par rapport à cette dimension. Après, évidemment, on se questionne sur le financement, bien évidemment, et comment pouvoir être financé correctement pour toute cette coordination et non pas forcément tomber dans une tarification horaire comme le connaissent par exemple les SAD, pour avoir aussi travaillé en SAD, où voilà, 1 heure de coordination, c'est 1 et c'est pas 2. Si c'est dépassé, c'est pas forcément financé. Donc, je crois que c'est un petit peu ça le risque aussi. Et comment les associations vont réussir à s'articuler pour aller vers de la coordination, des formes de prestation de services sur le territoire. Tout est à construire finalement, c'est certainement à nous les associations aussi. Ce sera aux associations peut-être de construire ensemble et
de pouvoir être force de proposition par rapport aux ARS aussi, certainement, même s'il y a encore pas mal de parts d'inconnus vis-à-vis des financements au niveau des autorités de tarification, il est vrai. En termes de points positifs, je reprends un peu tes propos, Christelle. C'est vrai que du côté de la personne accompagnée, on y voit tout de suite une beaucoup plus grande flexibilité et c'est ce qu'on a connu ces derniers mois. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut que être d'accord avec une réduction des délais de réponse apportés aux usagers. Ça, c'est évident. Quand on voit aujourd'hui que les accueils d'urgence sont quand même encore très complexes, il faut que ça passe quand même. Alors, si ça ne passe pas en commission, bon, il faut quand même qu'ils se rassemblent avant. Enfin, voilà. Et les situations d'urgence, on n'a pas le temps. Hein, voilà. Quand on dit urgence, voilà, ça ne passe pas devant une commission, mais c'est valable pour les entrées et les sorties. Hein, moi, je sais que j'ai eu à me justifier récemment d'un parcours d'une personne qui sortait d'un établissement parce que c'est un foyer de vie et il devait aller en masse et que médicalement, ça n'était plus possible. Et ben, on m'a dit, mais pourquoi vous l'avez orienté de cette façon-là, sans nous consulter, sans passer en commission? Et je dis, parce que chez moi, il se mettait en danger là, maintenant. Donc, je dis, on n'attend pas qu'une commission se rassemble pour dire, ah, ben, il se met en danger, on va peut-être penser à autre chose, quoi. Voilà, donc c'est vrai que là-dessus, on ne peut que louer l'intention et notamment, ça gomme la lourdeur administrative aussi qu'on peut connaître. Donc ça, plus, il n'y a aucun souci. Du côté aussi, ce que je trouve bien dans le texte, c'est qu'on a une vraie volonté de désectoriser, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que forcément, on connaît tous des situations où en fait, ils en parlent dans les recommandations, l'enfant et l'adulte, il y a une période entre deux, comment est-ce qu'on la gère, quoi. Voilà. On ne devient pas adulte à 18 plus un jour ou, si on rallonge avec les amendements Creton, à 20 ans plus un jour. Il y a toujours dans nos services, dans nos établissements, toujours un entre-deux et on le voit de plus en plus. C'est le lien aussi avec le handicap et l'aide sociale à l'enfance. Voilà, ça, bon, aujourd'hui, c'est des choses que l'on connaît, que sur nos territoires, il existe. Je trouve que le texte, il en rajoute de ce côté-là. Et à l'autre bout, il y a aussi un gommage du côté de adultes, personnes âgées. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, si une personne en situation de handicap souhaite rentrer en EHPAD, on sait très bien que quand on prend son âge, même si le handicap est valorisé, il ne sera pas bon. En GIR, il ne sera pas bon. Et donc, il ne sera pas accepté en EHPAD parce que financièrement, il y a une réalité. Il ne sera pas intéressant, entre guillemets. Voilà. Alors, c'est vrai que tout ça, ils en parlent et on espère que ça va aller dans le bon sens parce qu'on sait qu'aussi le vieillissement des personnes en situation de handicap, ce n'est pas à 60, 70 ou 80 ans. C'est dès 40 ans chez nous. Voilà. L'impact du handicap, c'est dès 40 ans. Donc, voilà. Donc, je trouve qu'il y a un vrai intérêt et puis c'est des choses aussi que l'on recherche, nous, dans notre association, hein, c'est-à-dire que l'association ADC représente largement tous les publics et tous les secteurs. Parce que oui, on a énormément de choses en commun les uns et les autres. Donc là, je trouve qu'on est vraiment dedans. Et puis, là aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le texte, on renforce l'idée d'inclusion et de droit commun. Et pour moi, la recherche de partenariat, la recherche de modularité entre établissements et services, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce type de démarche, de dire, voilà, on a une personne qui est par exemple dans un foyer d'hébergement, on ne va pas créer des services, par exemple, de sport en interne, alors qu'il y a des choses qui se font en ville, il y a des choses qui se font à l'extérieur, et notre travail est d'accompagner vers cette extériorité et de créer des conventions, des partenariats pour que ça soit possible et sécurisé. Voilà. Donc ça, là-dessus, je trouve que le texte est très louable. Il y a une chose quand même qui m'a choquée, par contre, c'est quand on commence à parler d'accueil temporaire, voilà, ou d'accueil séquentiel pour favoriser également les entrées progressives ou aussi le répit
des aidants et des personnes en situation de handicap. Voilà, tout le monde va pouvoir faire demain de l'accueil temporaire. Je dirais tant mieux. Enfin, je veux dire, ça c'est quelque chose là aussi, on ne peut que être pour. Par contre, si accueil temporaire veut dire que on va prendre les chambres des personnes qui sont absentes de l'établissement pour cause de vacances ou pour cause de… Là, pour le coup, moi, éthiquement, ça me pose un vrai souci. C'est-à-dire que moi, personnellement, si je loue ma maison, si je fais du Airbnb, c'est parce que je le souhaite. Voilà, il n'y a pas de souci. Sauf que là, en fait, la personne, elle ne souhaitera rien. Et on va lui prendre son espace et son chez-soi. Enfin, ça, pour le coup, ça me choque. Comptablement, je trouve ça nickel, mais sauf que là, c'est pas, on parle pas de chiffres, quoi. On parle de personnes. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de prêter mon lit, quoi. Voilà. Et je vois pas pourquoi une personne en situation de handicap aimerait prêter son lit. Voilà. Sauf si elle est d'accord et qu'elle fait du Airbnb, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a un autre aspect aussi dans le texte qui m'a fortement choquée, c'est sur la toute fin, où quand on parle de la ruralité, et que grosso modo, les établissements, les ESMS, faire de l'inclusion dans la ruralité, ce n'est pas possible. Et qu'ils encouragent fortement les délocalisations dans ce cadre-là. Moi, j'ai des établissements en ville, j'ai des établissements à la campagne, et je peux vous dire qu'en termes d'inclusion, eh ben, je suis beaucoup plus à l'aise en secteur rural qu'en secteur urbain. Sur la commune de Vichy, dont on a entendu parler dernièrement, on a mis 6 ans à avoir un bout de projet pour de l'inclusion avec des jardins partagés, avec du sport, voilà, on a mis 6 ans à le travailler. J'ai une autre petite commune dans la campagne, je dirais, ça coule de source, quoi. Voilà, j'ai même pas, ça coule de source. Donc, voilà, et puis, ça veut dire quoi? Que toutes les personnes en situation de handicap doivent vivre dans une grande agglomération? Enfin, c'est comme ça que je l'ai lu. Alors, surtout pas, non, l'idée, c'est justement de repartir sur une territorialisation réelle, c'est-à-dire que nous aussi, on avait on constate que, par exemple, à Angers, il y a 3 ITEP qui se battent autour de la population, alors qu'il y a des zones complètement perdues dans le Maine-et-Loire, où il n'y a pas de prise en charge possible. Il faut faire 30 km pour aller dans un ITEP, où il faut que les éducateurs des CESAD fassent 30 à 40 km alors qu'ils ne connaissent pas le territoire. Donc, on est dans des choses complètement ahurissantes. L'idée de la territorialisation, c'est une vraie territorialisation gérée par les ARS avec les besoins de chaque territoire. Et qu'après, on renégocie tout pour que la personne soit au plus près de son habitation. Et ça, il n'y a pas de notion de ville ou de campagne. Je viens de la campagne, je suis arrivé en ville. C'est justement ça qui va être l'enjeu majeur, c'est d'avoir une expression des besoins réels, ce que l'ARS n'est pas foutu de faire. Enfin, nous, dans le Maine-et-Loire, on le demande depuis très longtemps et les autorisations sont données un peu au niveau politique. Telle association va lui filer un PCPE, telle association va lui filer l'inclusion des personnes en situation d'autisme. Or, le débat initial, c'est qu'est-ce qui est nécessaire dans un territoire on va dire, identifiable. Ce n'est pas des trucs où les gens doivent se déplacer de 30 à 40 km. S'ils veulent habiter dans leur région, on va se débrouiller. Après, voilà, les coordinations de parcours, ça sera quelque chose de compliqué. J'ai fait la première, moi, il y a 2 ans, qui a duré 3 semaines. Je vous explique. Une jeune de chez moi, dans 2 services, plus l'ASE, plus la pédopsychiatrie. Signature de l'ARS. L'ASE n'a pas voulu signer, mais on l'a commencé quand même. Et ça s'est terminé où chacun tirait son truc de son côté et personne n'a respecté la coordination. C'est-à-dire que les réunions se faisaient sans prévenir les autres. C'est une réelle. C'est vrai que le problème, il va être extrêmement complexe à dépasser. En plus, c'est vrai que les gestions départementales, moi j'en parle parce que c'est la personne morale de mon établissement public est un président de conseil départemental, mais les 2 tiers des établissements dépendent de l'ARS, donc on est à cheval entre les deux. Et on voit bien, alors, le département des Landes où je travaille est excessivement étendu, c'est très rural, même si après c'est très touristique sur la côte, évidemment.
On se rend compte que vouloir des réponses qui n'utiliseraient que les forces locales, ça ne fonctionne pas. Donc, on voit que dans le nord du département, eh bien, on a des ressources à Arcachon qu'on n'a pas dans le département pour l'autisme, entre autres, les troubles neurodéveloppementaux. On voit qu'en termes de inclusion en milieu ordinaire, ESAT, eh bien, si on ne travaille pas avec le Gers et les Pyrénées-Atlantiques, on n'a pas toutes les ressources sur le département, on n'a pas d'alternative, etc. On voit que l'ASE, quand elle est à la ramasse, elle utilise une association qui est en Gironde ou en Dordogne, parce que sinon, on n'a pas les réponses sur le département. Et quand on veut à tout prix faire les réponses sur le département, on n'a pas les gens suffisamment spécialisés pour avoir des réponses vraiment pertinentes. Donc, faire de l'accueil, ça, c'est une chose. Mais après, prendre en charge les gens au long cours, pour une qualité de vie, etc., c'est quand même autre chose. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention au coût, parce que ce que je vois, moi, c'est que les variables d'ajustement de cette transformation, ce sont les usagers eux-mêmes et les professionnels. Voilà. Et ça, c'est une question de directeur. Voilà. Donc, si la variable d'ajustement, c'est d'abord le plus faible et après le plus dépendant, ça pose quand même question, parce que ce n'est plus un système qui est protecteur, c'est un système qui, au nom de votre bien, ne vous fait peut-être pas que du bien. Alors, je pense que dans le texte, et je te donnerai la parole, Isabelle, dans le texte, il y a quand même deux choses dont on pourra se servir et qui est censé nous protéger. C'est qu'en fait, on voit apparaître à chaque fois des limites à ces recommandations. Il faudra qu'on se serve de ces limites-là et qui répond à ce questionnement-là que vous avez. Il faut s'assurer que les conditions de sécurité soient suffisantes. Donc, voilà, donc au moins ça s'est posé, contrairement à d'autres textes où ça n'est pas posé. Et ensuite, tout cela ne vaut pour les situations de handicap, mais avec absence de troubles associés. Combien de pourcentage ça représente dans nos établissements? Je pense une très faible proportion malgré tout, parce que les troubles associés, voilà, enfin, on fait nos statistiques tous les ans, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a quand même ces deux limites qui sont rappelées sans cesse dans le texte et qui sont censées quand même poser un cadre plutôt rassurant au bout du bout. Juste anecdotiquement, j'ai été convié 2 fois à des réunions avec l'ARS et le conseil départemental dans les 8 derniers jours. Et on nous a demandé à chaque fois de construire ce que j'appelle moi des services du vendredi soir. C'est-à-dire un pour l'ASE pour savoir qu'est-ce qu'on fout des gamins qui sont en urgence le vendredi soir, et 2 de la MDPH elle-même qui ne sait pas, quand on y amène quelqu'un le vendredi soir et qu'il est sans solution, comment nous, on peut faire quelque chose. Donc, le fait de dire on désinstitutionnalise, les gens vivent chez eux, avec des familles qui tiennent plus ou moins pas le coup, et ça, nous ne le maîtrisons pas. On ne met les gens dans les établissements que dans l'urgence, comme on l'a fait à l'hôpital, c'est-à-dire on diminue le temps des hospitalisations et puis on développe le service des urgences. On a quand même un gros problème. Alors, c'est vrai que si tout était intégré parfaitement entre la médecine libérale, le médico-social, le social, l'éducation nationale, si la PMI était couverte de médecins, que la santé scolaire fonctionnait merveilleusement bien, etc., qu'en pédopsie, il ne manquait pas 80% des pédopsychiatres, si c'était comme ça, c'est formidable ce texte. Mais malheureusement, on est en train de continuer à démolir un truc qui est déjà en difficulté. Donc, bien sûr que ça ouvre des grands espoirs. Je pense pas qu'on pourra faire autrement que d'avancer dans ces directions-là, mais quand même, quelles sont les limites que nous donnons, et pour nos personnels et pour notre respect des usagers, parce que je pense que les gens qui conçoivent ces choses-là, et moi, on m'a demandé d'appliquer des recommandations de bonnes pratiques de la HAS qui mettaient les gens à mal.
Donc, attention. Et pourtant, j'ai participé à la rédaction de recommandations de bonnes pratiques, dont je ne suis pas contre. Mais la façon dont elles sont assénées actuellement, dans certains secteurs, fait plus de mal que de bien. Donc, c'est vrai que cette autorité que nous recherchons et cette légitimité que nous recherchons dans notre action, qu'est-ce qu'on demande au personnel qui s'adresse aux personnes dont nous nous occupons et qui vont dans le sens de leur qualité de vie, voilà, et de leur développement quand c'est des enfants et de leur socialisation, etc. Et c'est vrai que c'est quand même la façon dont on s'y prend actuellement, le secteur est quand même bien mis à mal. Voilà. Alors, après, plus il est mis à mal, plus on dit, mais vous voyez que ça ne fonctionne pas, donc il faut le faire autrement. Mais cet autrement-là, où c'est qu'il a été éprouvé? Alors, moi, j'ai été au Canada plusieurs fois, et donc ces modèles d'intégration, ils les ont mis en œuvre. Et quand on regarde le système d'évaluation du modèle Prisma, puisqu'il a un nom, eh bien, au bout de 20 ans, on s'est rendu compte que les 20% de la population les moins défavorisés s'en sortaient très bien avec cette nouvelle façon de voir les choses, que 30% ne s'en sortaient pas terriblement bien et qu'il y en avait 50% qui, eux, étaient complètement à la ramasse avec des problèmes de non-recours, des problèmes de déshérence, etc. Parce qu'une fois que les gens ne demandent plus, on le voit, on a 2 millions de personnes en handicap psychique en France. Le principe du handicap psychique, c'est que votre citoyenneté, elle se mesure à l'aune de votre état personnel. Et donc, si vous êtes complètement embrouillé dans votre vie, l'expression de votre volonté, l'expression de vos besoins, etc., l'affirmation de vous-même dans le groupe et dans votre parcours, elle est complètement mise à mal. Alors, comment on fait avec ça? Voilà. Moi, ma question, elle est là. Comment fait-on avec ça? Il y a plusieurs paroles. Je vais laisser la parole à Isabelle et après, il y a M. Decavel qui voulait également intervenir. Et oui, juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit, on risque aussi d'avoir une partie du public qui va devenir invisible, en fait. On le voit déjà avec des sorties du secteur enfance à la fin d'amendement Creton, des enfants qui sont renvoyés, enfin des jeunes adultes qui sont renvoyés dans leur famille qui tient plus ou moins le coup et qu'on voit revenir quand les parents sont vieillissants, malades ou décédés vers nos services. Et ça, ces personnes-là, elles sont totalement invisibles. On est ni la MDPH, ni le conseil départemental n'est capable de dire combien il y en a comme ça qui sont dans la nature. Et c'est ce que vous disiez, Monsieur Rousseau, ils ne vont pas venir sonner aux portes et demander à rentrer dans des dispositifs, sauf quand ils seront en bout de course. C'est ça. Oui, mais là, ils ne seront même plus demandeurs. Ils seront soit en hospitalisation contrainte pour ceux du handicap psychique. Hein, et donc, vous avez vu en ce moment, la question qu'on se pose, c'est la qualité de la contention ou de l'isolement. Ce n'est pas l'évitement de la crise. Voilà, on en est là. Donc, attention, quoi. Quand je dis où sont les limites, c'est ça. C'est jusqu'où va-t-on aller trop loin que ça nous devienne insupportable. Voilà. Le problème, il est là. Moi, après, pour tous ceux qui ont des ressources, ça va aller très bien, ces nouveaux systèmes. Ils seront beaucoup mieux, ils pourront participer à plein de choses de la vie de la société. C'est super. Ils ont des familles qui fonctionnent bien, qui tiennent le coup, qui ont la pêche. Bon, ils ont des relais, ils ont une intelligence. Bon, tout ça, ça va bien. Mais les autres, voilà. On l'avait bien vu, quand on a fermé les lits de psychiatrie, on a rempli les CHRS et les prisons. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est en qualité de vie, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Donc, ce n'était pas bien la psychiatrie aliéniste, c'est vrai. On l'a supprimé, on a réussi totalement ça. Il y a quasiment plus de lits ou très peu. Mais quand on voit où sont les gens qui vont vraiment très mal et dans quel état ils sont, ça pose quand même une question plus qu'éthique, quoi. Voilà. Et ces gens-là sont en non-recours. Ils n'iront même pas chez le défenseur des droits. J'arrête là c'est parce que les moyens n'ont pas été mis en face. On pouvait être que d'accord avec la sortie des hospitalisations chroniques en psychiatrie, mais il fallait qu'il y ait un réel maillage du territoire pour que les gens puissent être accompagnés à leur domicile, et ça n'a pas été le cas. Voilà. Et c'est là où ce système m'interroge actuellement, le mouvement actuel, quoi.
comment on peut essayer de se donner des filets de sécurité, des limites, je sais pas, des lignes rouges, à partir de quel moment nous, c'est pas un pass sanitaire, c'est un pass directeur. Un directeur, s'il est contre Séraphin, s'il est contre la société inclusive, etc., il est foutu, il n'est plus directeur, il est ONI. Bon, donc, on ne peut être que pour. Mais dans la façon dont on ne peut être que pour, quelles limites on se donne, quelles réflexions on peut essayer d'imposer dans le secteur pour que quand même on évite un petit peu les catastrophes. Voilà, c'est tout. Valoriser ce qui est positif dans chaque texte et effectivement de voir dans nos départements, dans nos régions et nationalement ce qui ne convient pas ou ce qui ne peut pas être appliqué. Monsieur De Cavel, j'espère que je n'écorche pas. Et merci. Juste une remarque. Pendant le préalable de ma remarque, d'introduction, concernant les EHPAD avec l'histoire des GIR, prendrait des GIR 1 pour avoir plus de recettes. Bon, ça, c'est plus possible hein, depuis la réforme de la tarification en 2016. Dotation globale, c'est enterré pendant 5 ans les dotations, donc on peut jouer à faire ça, mais il n'y a aucun intérêt financier. Comment? Pas partout, pas partout. Ah bah, vous m'expliquez la recette, mais alors ils ont la bonne recette et je la veux bien, mais en théorie ça marche pas. Donc ça c'était un préalable. Juste moi j'y crois pas du tout là, cette espèce de inconditionnalité. J'entends ce qui sous-tend la chose, c'est le zéro sans solution, c'est la réponse accompagnée pour tous. Bon, je crois qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans un régime à la fois d'autorisation d'établissement qui va 15 ans et qui renvoie au code de l'action sociale et qui donne des catégories d'établissements. Ça, c'est la première chose, donc autorisation de l'établissement. Deuxième chose, c'est ensuite, on est sur des orientations encore à la main des TH. Et pour finir, on est sur des financeurs différents qui eux-mêmes ont des régimes d'autorisation différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir des établissements qui sont exclusivement des départements, d'autres qui sont exclusivement ARS et des qui sont conjoints. Donc, je ne vois pas bien, si vous voulez, entre ça, de dire j'ai un régime d'autorisation conjoint à ARS département, mais demain, je vais recevoir des personnes qui sont sur des orientations exclusivement département et c'est le département qui va payer, alors que c'est normalement des conjoints où il y a une part d'ARS. Je pense que c'est irréel. Alors, je le redis, j'entends la philosophie, mais je crois qu'on en est loin on va tous faire la même chose, on va avoir des publics qui se mélangent là et on va tout dissoudre dans une espèce de grand maelstrom. Je crois qu'on va encore rester sur des spécificités. Je prends un autre exemple, en région toulousienne, ici, on a un établissement, c'est un des deux en France spécialisé dans la sclérose en plaques. Je ne pense pas qu'on va demain, moi, accueillir la sclérose en plaques. Enfin, c'est impensable. Donc, je crois qu'il faut pas s'emballer, voir ce qu'il y a derrière. Et effectivement, il y a des zéros sans solution, donc il faut se préoccuper. Il pose problème à tout le monde. Ça c'est sûr. Voilà, en plus, juste, je ne vais pas être très long. Moi, j'ai une anecdote. J'ai reçu il y a quelques années un môme qui habitait en Angleterre avec ses parents et il était autiste. Et à l'école, ces problèmes d'autiste ont fait qu'il a eu des problèmes de violence à l'école. Du coup, il a été mis dans une maison d'enfants qui accueillait tout le monde, puisqu'il n'y avait pas de spécificité, hein, il n'y avait pas de silo. Donc, il s'est retrouvé en fait dans une maison d'enfants où la règle de vie, c'était la transgression et la délinquance. Voilà, et il était autiste. Et son problème d'autisme n'était absolument pas traité en tant que tel. Il n'était vu qu'à l'aune du désordre qu'il avait provoqué dans l'établissement scolaire où il se trouvait. Et il y avait un malentendu permanent, les parents n'arrivaient à rien faire entendre, au point qu'ils sont revenus en France pour avoir des établissements qui avaient des réponses où, on peut nommer les problèmes pour ce qu'ils sont. On n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent. On peut nommer les problèmes pour ce qu'ils sont et on essaye de les traiter avec les pratiques que nous connaissons, voilà, et que nous savons mettre en œuvre et qui sont les plus adaptées. Voilà, parce que quand on veut faire de l'universel, c'est comme la pince universelle, quoi. Elle ouvre, elle ferme tout, mais enfin, voilà, ok. Mais moi, oui, pardon.
J'ai pas compris qu'on allait accueillir n'importe qui dans nos établissements. J'ai compris qu'on serait en mesure de définir dans notre projet d'établissement justement quelles prestations on propose et qu'en fonction de ces prestations, la personne intègre avec des prestations complémentaires si besoin ailleurs ou n'intègre pas et va intégrer un établissement qui pour le coup propose ces prestations. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Sur la souplesse, moi, je dirige des foyers d'hébergement là qui vieillissent parce que les jeunes travailleurs ESAT, ils ne veulent plus aller en foyer d'hébergement et c'est tout à fait normal. Il y a les dispositifs de maintien à domicile, SAVS ou SASLA qui leur correspondent bien mieux. Donc, on se retrouve avec des gens vieillissants et un fonctionnement de foyer d'hébergement parce qu'on a une notification de foyer d'hébergement. Donc, ça veut dire que s'ils sont malades, j'ai quelqu'un qui a 63 ans là, qui n'est toujours pas à la retraite parce qu'il n'y a pas de place dans les structures personnes vieillissantes. Il est en attente d'une réorientation depuis 5 ans. Il continue à aller travailler parce qu'il n'y a pas de personnel dans la journée. Donc, je suis en train de voir avec le conseil départemental justement pour pouvoir assouplir ça et avoir une notification d'accueil foyer de vie, foyer d'hébergement. Ils ne savent pas trop encore comment ils vont faire, mais quelque chose qui soit souple. Et du coup, moi, je peux redispatcher du personnel pour faire un accueil permanent, mais modulable. C'est-à-dire qu'une personne qui a 63 ans, elle passera sous un accueil foyer de vie en attendant d'avoir une place ailleurs. Sur ce type d'exemple, c'est tout à fait intéressant parce qu'en fait, c'est aussi nos liens avec les autres établissements médico-sociaux pour avoir la même situation. Nous, et des échanges avec des collègues directeurs des AT, où, voilà, eux, leur projet, la personne, c'est il doit être mis à la retraite, il est mis à la retraite, sauf qu'il est foyer d'hébergement. Oui, donc, mais je dis le projet, ça n'est pas que le projet travail de la personne, c'est le projet travail, c'est le projet logement, c'est le projet santé. Et finalement, comment est-ce qu'on arrive à s'accorder autour de ça avec nos agréments, nos autorisations et quel assouplissement on peut mettre en place. C'est ça. Hubert, j'ai que le prénom. Hubert. Alors, l'idée, parce que je sens vos réactions, on a eu la même chose. Désinstitutionnalisation, ça y est, c'est l'horreur, on ferme toutes nos boîtes, on n'a servi à rien, c'est une autre. Non, pas du tout. C'est une autre institutionnalisation. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Je suis aussi directeur de la Fédération des maladies orphelines quand elle existait à Paris. Bien sûr que la spécialisation est nécessaire. On ne peut pas s'improviser, il y a 7000 maladies orphelines. En compétence de. Donc, il y a bien des centres de référence qui s'occupent des personnes qui ont des spécificités particulières. On ne va pas dire à tout le monde d'aller dans la société inclusive et de vivre en se faisant oublier. C'est juste que l'orientation sera différente. Et ça, c'est très important de comprendre le processus. Parce que au début, on ne comprenait pas, Jean-René. On disait, vous fermez nos boîtes. Bon, c'est un peu ce qu'il veut aussi, mais ce qui se passe, c'est que le projet de vie est défini et on va définir si cette personne est en compétence d'être 3 fois par semaine dans un projet inclusif, dans du sport, dans d'autres choses, ou s'il doit avoir 8 séquences dans une institution. Ça ne déforme absolument pas notre boulot. Ça va permettre à la personne d'avoir une prestation plus positive. Ce qui va être très compliqué, par contre, pour les directeurs, c'est de pouvoir se projeter sur un prévisionnel très net, parce que là, vous allez être dépendant des coordinateurs, si on arrive à ça, hein, mais je pense qu'on y arrivera quand même. C'est que les prévisionnels, je ne sais pas comment vous pourrez faire. Ça sera très complexe. Et là, il y a un boulot énorme. Mais l'idée, c'est justement pas, M. Rousseau, de tout fermer. Ce n'est pas possible. Chacun a des compétences particulières. J'ai monté pour des autistes une classe d'intégration à Angers qui était une des premières. On n'a pas mis les autistes dans des classes de façon individuelle. Par contre, ils ont pu intégrer cette école primaire et c'est devenu maintenant normal. Alors, plus personne ne se pose de questions sur mais ils ne vont pas dans les classes toute la journée. Ils vont de temps en temps. Et moi, je reprenais juste ce qui a marqué dans le texte que vous nous avez transmis et où ils disent, en fait, déjà, sur les agréments, moi, j'ai vu l'évolution ces 10 dernières années. On précise de moins en moins le type de handicap auquel ça se raccroche. Les tranches d'âge, ça y est, on a fait sauter le truc. C'est tout à l'avenant, quoi. L'intérieur, l'extérieur de l'institution,
Dans l'extérieur, c'est beaucoup mieux. Pourquoi c'est beaucoup mieux? Personne n'est capable de le dire. Il n'y a aucune étude sérieuse là-dessus. Donc, on est dans des idéologies, on est dans des ressentis, on est dans du vécu d'expérience, c'est vrai. Et donc, où tout le monde a quelque chose. Comme le médico-social, c'est un lieu où il y a beaucoup de souffrance et de ressentiment, forcément, il y a toujours de la récrimination qui lui colle à la peau. Donc, à partir de là, c'est hyper facile de critiquer et que dire que demain, en faisant autrement, ça va être beaucoup mieux. Donc, moi, mon problème, il est pas, c'est pas de conserver les mauvaises choses d'un système qui ne va pas bien, c'est dans le nouveau système, la façon dont on positionne les acteurs fait que je me demande de quoi peuvent-ils être responsables. On en a plein la bouche de l'empowerment des personnes accompagnées, mais qui sont souvent déficientes. Elles ne sont pas qu'accompagnées, elles sont déficientes, elles sont handicapées, elles sont inadaptées, elles ont plein de problèmes très compliqués à régler dans leur vie. Donc, et auxquels nous, on est censé pallier pour essayer, par la compensation, par l'accompagnement, par l'accessibilité, de leur donner la meilleure place sociale possible. Voilà. Mais il n'y a pas que la question de la place sociale, il y a la question de la volonté de la personne. Ça, c'est des trucs hyper subjectifs, ça ne peut pas se traiter sur le coin d'un bureau, d'un psychosociologue ou d'un conseiller d'un ministère, même s'il s'appelle Jean-Yves Barrère ou qui on veut. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire avec les gens. Et dans ces démarches-là, faire avec les gens, moi, je ne vois pas très bien. Je ne vois pas très bien les associations de personnes où elles sont positionnées. Quant après au lobbying des parents d'enfants autistes, on connaît très bien la façon dont, avec le ministère, ça se passe depuis une dizaine d'années. Et comme par hasard, eux, par contre, sans arrêt, ils sont en train de créer des trucs spécialisés pour eux, avec des techniques adaptées. Et quand ce n'est pas adapté, Madame Langlois, elle sait se faire entendre. Voilà. Donc, et les autres, les bipolaires, les schizophrènes et tous les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et les Alzheimer, comment ils se font valoir? Voilà. Et ça, il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Donc, en ce moment, il y a quand même un petit problème dans la façon de traiter l'affaire. Voilà. D'accord sur ce constat-là, sur les typologies de handicap et ce qu'on peut voir en termes d'ouverture encore d'établissements, mais que pour certaines catégories. Et souvent, on se dit, mais nous, on n'a pas ça, mais les autres, où sont-ils au milieu de tout ça, quoi? Oui, ça, c'est sûr. Il y a Christelle d'abord qui a levé la main et ensuite Madame Houillet. Disons que je trouve que c'est un tel chamboulement, il est vrai, en termes de fonctionnement des organisations et une telle, alors moi j'ai envie d'utiliser le terme d'adaptation finalement de la société en général. La personne en situation de handicap, voilà, n'est-elle pas pleine et entière, faisant partie intégrante de la société? Et pourquoi ce serait toujours elle qui s'adapterait constamment au fonctionnement d'un établissement? Et pourquoi est-ce que la société, à un moment donné, finalement, dans toute sa diversité, voilà, n'est pas ouverte au global? Je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire par là, c'est que j'ai la sensation que jusqu'alors, les personnes accompagnées s'adaptent au fonctionnement d'un établissement. Voilà, donc elle arrive, elle doit signer un contrat de séjour, elle signe un règlement de fonctionnement. Donc voilà, donc on lui demande en effet de s'adapter au fonctionnement institutionnel. Il me plaît à penser, et ça c'est aussi intrinsèque à ma personne, et j'ai des valeurs éthiques relativement fortes par rapport à ça, que je défends. Il me plaît à penser que l'institution aussi va s'adapter au fonctionnement de la personne. Alors certes, c'est un énorme chamboulement puisque on a à retravailler les projets d'établissement, en effet, puisque du coup, on va partir du projet de chaque personne et pas forcément de ce cadre posé, même si en effet, on s'adapte. C'est vrai que le décloisonnement et la transversalité, en effet, nous orientent à travailler par projet personnalisé plus que par un cadre strict institutionnel, même si nécessairement c'est lié.
Et en ce sens, dans nos fonctions de directeur, ça remet en cause, il est vrai, les schémas. Mais pour autant, c'est beaucoup de portes ouvertes aussi. Et je pense que la créativité, elle peut être super intéressante. On peut avoir des ouvertures interinstitutionnelles qui me paraissent assez passionnantes et aussi riches pour les professionnels de terrain qui vont pouvoir aller à la rencontre d'autres structures. Et je pense qu'on peut en retirer des richesses dans l'accompagnement de chaque personne. Madame Houlière? Oui, j'adhère effectivement à ce qui vient d'être dit. Certainement, pendant très longtemps, les personnes hébergées ont, j'ai envie de dire, presque subir l'organisation d'un établissement et de s'adapter à cette organisation-là. Aujourd'hui, je travaille dans un ESAT et quand j'ai lu ce rapport IGAS, on a aussi au sein de l'ESAT le plan de transformation de l'offre qui est en cours et qui va dans une même logique que ce rapport IGAS, dans le sens de favoriser les parcours des personnes en situation de handicap, favoriser les parcours et donc prendre en compte leurs projets personnalisés et faire en sorte que l'institution qui est autour puisse accompagner ce projet-là des personnes et donc et s'adapte à ça. Et aussi de faciliter toutes les démarches, parce que souvent les démarches administratives et ce qu'on peut voir autour, ça constitue des freins parce que on est avec la MDA, avec telle orientation et donc on ne peut pas relever d'une autre orientation et donc la fluidité du parcours est largement freinée par ce genre de choses, par ces démarches administratives. Et là, autant au niveau des ESAT, le plan de transformation de l'offre, que dans ce rapport, on voit bien une volonté justement au moins. Alors, peut-être qu'il y aura toujours une odeur administrative, j'ose croire que ce ne sera plus le cas, mais bon, en tout cas, qu'il y ait plus de fluidité, plus de facilité au niveau administratif. Et par contre, je pense qu'au niveau des ESAT, il y a donc un virage inclusif qui a été pris, qui n'est pas facile pour les équipes, parce que maintenant, les ouvriers ont un pied dans les ESAT et un pied dehors. Ils font beaucoup d'expérimentation en milieu ordinaire et donc beaucoup d'expérimentation à temps partiel, à temps plein, un stage d'un mois, on revient, donc beaucoup d'allers-retours. Donc, c'est moins facile à gérer qu'une personne à temps plein qui est là toute l'année. Là, on a des personnes à temps partiel, on a des personnes qui vont partir pendant 3 semaines, donc les ateliers peuvent être en sous-effectif. Bon, voilà, mais en même temps, on répond complètement aux souhaits des personnes parce que les personnes veulent expérimenter autre chose, et puis l'expérience va peut-être aboutir vers plus en milieu ordinaire ou pas du tout, mais en tout cas, ils ne sont pas dans des souhaits et dans des souhaits qui ne seraient pas réalisés, qu'on ne met pas en place. On les accompagne là-dedans. Par contre, ça suppose aussi d'accompagner les équipes. Parce que souvent, je prends mon exemple ESAT, mais je pense qu'il est valable en hébergement, il est transposable en hébergement. En ESAT, ceux qui vont faire les expérimentations en milieu ordinaire, ce sont des personnes qui ont un certain niveau de capacité ou de production. Et donc, on a plutôt tendance à vouloir les garder, ces personnes-là. Et c'est plus difficile pour les responsables d'atelier de se dire, bah oui, on va accompagner ce parcours-là pour ces personnes-là. Donc, il y a aussi à accompagner, sécuriser les équipes par rapport à ça. Voilà. Et donc, au départ, dans l'établissement où je travaille, ça s'est fait par quelques expériences et puis par tâche d'huile, par retour d'expérience, les choses ont pu se généraliser. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment l'orientation qui est retenue par les autorités de tarification, par les politiques sociales actuelles, de favoriser au maximum l'inclusion et donc les contrats directs en entreprise. Il y a vraiment des virages à prendre, mais je me rends compte que finalement, il faut plusieurs années entre le moment où on commence à expérimenter et le moment où on le développe, mais les choses se font parce que ça se fait dans l'intérêt des usagers. Et du coup, les équipes arrivent à accompagner parce que ça donne du sens. C'est le sens de l'usager et ça donne du sens au travail des équipes. Donc, je trouve que par rapport à ça, c'est dans l'hébergement, je pense que les choses vont pouvoir se faire de la même manière. Là où je rejoins une intervention de tout à l'heure, c'est le fait que, effectivement, le lieu d'hébergement de la personne, c'est son lieu privatif. Et donc, elle n'est pas du tout disposée
enfin la plupart du temps, en tout cas, à le prêter pour un week-end et pour des accueils séquentiels. Donc, pour des raisons d'espace, la fluidité est plus complexe en hébergement que dans des lieux d'accompagnement ou des lieux de travail comme peut l'être pour les actes. Qu'est-ce que je… Voilà. Par contre, ce que je voulais finir par ça, c'était que favoriser l'inclusion et prendre le virage inclusif, ça s'accompagne et ça suppose plus de personnel, parce qu'on a toujours le personnel qui est présent dans l'établissement, et ça suppose aussi le personnel qui va accompagner au sein des entreprises. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte par les politiques sociales et ce n'est pas financé. Donc, dans un ESAT, on a un pôle production qui permet de financer partiellement ces postes supplémentaires parce qu'il y a des besoins de postes supplémentaires. Les politiques sociales nous demandent d'entrer dans ces logiques-là, mais par contre, ce n'est pas pris en compte aujourd'hui. Donc, je me dis peut-être qu'avec ce rapport IGAS, des moyens pourront être donnés parce que la transformation de l'offre suppose aussi des moyens adaptés pour accompagner ce virage-là et cet accompagnement des personnes en milieu ordinaire. C'était ma question du financement des coordinateurs de parcours. Et c'est voilà. Il y a la masse du GAPAS qui souhaitait prendre la parole. Oui, Renan Dolo, donc je suis directeur de maison d'accueil spécialisée, donc où j'ai un accueil de jour et un accueil aussi résidence de nuit. Donc c'est moitié-moitié. Et j'accueille des personnes en fait autistes à partir de 14 ans. Et donc, pour moi, le rapport, en fait, quand on le voit, en fait, il vient bousculer, en fait, nos zones de confort parce qu'il nous amène, en fait, à réfléchir à nouveau à qu'est-ce qu'on peut proposer de plus adapté aux personnes accueillies. Et donc, moi, je parle de ce principe-là. On est une maison d'accueil spécialisée. Par contre, j'accueille des adolescents à partir de 14 ans. Donc, ils sont autistes, donc qui peuvent encore avoir leur place, par exemple, en IME, mais c'est à l'établissement de s'adapter aux personnes qui l'accueillent. Et dans la politique et dans le projet de l'associatif et puis aussi dans le projet d'établissement que je suis même en train de rédiger actuellement, je me base essentiellement, comme m'ont dit mes deux prédécesseurs, sur la personne. Cette personne que j'accueille, quels sont les moyens nécessaires pour pouvoir l'accompagner? Et je mets en place justement ces différents moyens et je les évalue et c'est ce que j'exige. Par contre, c'est ce qui s'est passé en fait quand on dit en fait au niveau de la pandémie. Moi, on était ouvert chez nous. Donc, l'ARS nous a demandé, est-ce que vous pouvez faire des accueils de répit? Moi, en termes d'accueil de répit, en fonction des personnes qu'on accueille, donc j'ai dû leur dire, pour pouvoir accueillir ces personnes, voilà les moyens qu'il me faut. Et si je n'ai pas ces moyens-là, ça ne vaut pas la peine. Je ne peux pas les accueillir parce que je ne vais pas faire du travail en respectant l'éthique et l'accompagnement et toutes les recommandations de la HSS. Donc, je pars de ce principe-là et j'essaie de proposer des solutions vraiment adaptées à la personne. On ne doit plus fonctionner dans le sens où on pense que l'établissement doit être justement la solution ultime. J'ai dû m'adapter et faire des accompagnements, même aussi à domicile, alors que je ne suis pas censé le faire. Parce que justement, la situation nous a poussé à réfléchir différemment, à être force de proposition, à nous adapter à nouveau pour pouvoir justement créer des situations qui permettraient de ne pas avoir des personnes isolées et sans solution, où les familles en pleurs et se retrouvaient deux fois à l'hôpital et c'était très compliqué. Et par rapport à ça aussi, au niveau des différents projets à venir qu'on est en train de construire, donc on est aussi dans une réflexion où on ne pense plus que les établissements de ce type, où on va accueillir par exemple une quarantaine de personnes dans l'établissement, certes il y a un plateau technique assez conséquent qui permet justement de les accompagner dans de bonnes conditions. On est dans des projets en fait de petites structures, pas même des structures, c'est un peu des pavillons où on peut accueillir 3 à 5 personnes avec un accompagnement adapté et en se donnant les moyens nécessaires pour pouvoir justement répondre aux besoins des personnes par rapport à leur autonomie et par rapport à leurs compétences. Donc, je pense quand même que ce rapport nous donne la possibilité d'être force de proposition et d'avoir des exigences qui nous aident justement à accompagner des personnes que nous accueillons dans de bonnes conditions. C'est à nous, puisque là, il nous redonne, en fait, il redonne aux associations le pouvoir
d'être force de proposition et de créer, parce qu'on a bien vu avec tout ce qu'ils ont pu mettre en place, les appels à projets. Aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'ils mettent les amis en place pour pouvoir répondre, parce qu'ils ont bien vu que leurs appels à projets, en général, n'aboutissent pas totalement pour tous, quoi. Donc, ils essayent de répondre individuellement et aux besoins des personnes en situation de handicap, particulièrement dans les différentes régions. Avant de donner la parole... des équipes, Pardon. Par contre, au niveau des équipes, donc, il faut les accompagner aussi. Parce qu'en mettant en place, par exemple, des supervisions, des accompagnements quotidiens et des formations, ça aide aussi aux équipes à comprendre qu'on n'est plus dans un accompagnement où c'est la personne qui s'adapte à l'établissement, mais c'est plutôt l'établissement. Ah, on a été coupé. Force de proposition par rapport à la situation d'handicap de la personne, quoi. Avant de passer la parole à Jean-Luc et à Isabelle, juste par rapport à ce que vous dites, moi, ça me pose des questions par rapport aux inégalités qui peuvent exister d'un département à l'autre, d'un financeur à l'autre, parce qu'on parlait de l'ARS. Moi, je travaille avec le conseil départemental et voilà, c'est très compliqué, même en cas de réponse accompagnée pour tous ou de zéro sans solution. Voilà. Et puis, ça pose une autre question. Vous parliez de formation. Mais quand on voit nos plans de formation, le financement aujourd'hui que l'on peut avoir, moi, je ne suis pas directrice depuis très, très longtemps, mais j'ai vu la chute alors qu'on a des taux de cotisation très élevés parce qu'on a tenu à cette qualité-là. Voilà, ça aussi, si on ne nous donne pas les moyens, c'est compliqué aussi de former notre personnel. Donc, il y avait Jean-Luc qui voulait parler et ensuite Isabelle. Alors, je vous écoute avec beaucoup d'attention. J'ai une remarque et deux questions qui vont se voir le jour, quoi, en fait. La remarque, c'est que de ce que j'entends, en fait, il y a une transférabilité fantastique par rapport à ce qui se passe dans la protection de l'enfance. Parce que mine de rien, les borderline, les gamins qui sont limites, les jeunes qui sont accueillis dans les structures qui normalement répondent à un critère précis, mais qui sont au-delà des critères, avec des financements totalement différents, avec une recherche constante de formation des équipes, d'adaptabilité, etc. C'est Christelle qui parlait d'adaptation. Bon, c'est un petit peu le même, on va dire, du même tonneau. Je vais reprendre ma casquette d'ancien président de l'ADC. Première question, c'est est-ce qu'avec ce qui est là tracté aujourd'hui, il est possible de faire remonter avoir acquis, des remarques, des questions, des éléments pour alerter, pour indiquer des options possibles, pour faire remarquer, justement, quand on parle de territoire d'un département, c'est une vraie catastrophe dans la protection de l'enfance, pour faire remarquer ces différences entre les différents territoires locaux. Je ne rajoute pas la couche des MDPH qui sont à l'ouest dans beaucoup de départements, et surtout aussi, pour nous, directeurs, ou anciens directeurs, peu importe, le lien qu'on peut avoir avec les instances financières et les instances de réflexion, parce que c'est très, très souvent à la tête du client que ça se pratique, et aux politiques locales, politiciennes, j'entends, hein. Je ne parle pas de politique au sens de la cité. Et puis, on n'a pas répondu, mine de rien, à Betty sur le premier élément qu'elle avait soulevé. Alors qu'il est transversal pour moi, hein. C'est la responsabilité populationnelle des ESMS sur pouvoir s'ajuster par rapport au triple objectif, meilleure santé, meilleure prise en charge, meilleur coût. Mais si on est à côté de ces réponses-là, est-ce que notre responsabilité de directeur, à travers l'association, et pour le coup, si tant est que tous les directeurs aient bien ADUD, parce que dans certaines associations, ça n'existe pas toujours. Je suis un petit peu, je fais des évals externes et je les remarque. Hein. Est-ce qu'on ne va pas être, en tant que directeur, mais alors en pleine responsabilité d'échec et poursuivi éventuellement en cas de blocage ou de remarques par des familles ou voire de plainte, j'en sais rien moi. Voilà, c'est vraiment deux questions qui me tarabusquent avec ce que j'entends de ce que vous échangez. Hein. J'ai dit. C'est noté. Isabelle ?
Oui, je vais rebondir sur ce que dit Jean-Luc. Moi, je me pose aussi la question de l'adaptation de nos associations qui sont souvent construites autour d'un public et pour le rendre visible et qui là vont devoir le partager, ce public-là. Et je pense que ça ne va pas être sans heurts sur l'identité des associations et leur fonctionnement et que le délai de 2 ans pour une telle transformation d'identité, en fait, il me paraît très court, quoi. Et comment nous, directeurs, on peut effectivement accompagner nos associations là-dedans, c'est un thème de réflexion aussi, je pense qu'il faut qu'on mène à l'ADC. Par rapport à ce que tu disais, Jean-Luc, et par rapport à voilà, les départements, l'ARS et au niveau national, comment est-ce qu'on peut faire en tant que directeur, je pense que la première chose que l'on peut faire, c'est déjà de leur diffuser le texte, parce que moi, j'ai découvert sur mon département que ni la directrice de la MDA et ni celui qui gère directement les établissements n'avaient connaissance de ce rapport. Donc, ma première démarche, ça a été non seulement de leur en parler comme ça au travers d'une fin de réunion, voilà, et de voir un petit peu où est-ce qu'ils en étaient avec ce sujet-là, de leur transmettre, vu qu'ils ne l'avaient même pas, ils n'en avaient même pas connaissance, et ensuite de voir avec eux quelle position ils peuvent avoir sur justement cette responsabilité populationnelle, de ce diagnostic de territoire, de ce diagnostic des personnes en situation de handicap et quelles évolutions ils voyaient, parce que ça aura un impact sur nos CEPOM, nos agréments, nos autorisations. Voilà, donc c'est déjà la première démarche, je pense. Et puis après, au niveau national, on a relancé, là, enfin en tout cas, il l'a fait cette semaine, on a relancé donc la direction, la DGAS, voilà, pour reprendre contact, parce que pour tout dire, on n'a plus trop non plus de… Voilà, c'est un petit peu… il y a certaines omertas, les choses se travaillent, mais on ne sait pas où et avec qui. Donc, voilà. Donc déjà, je dirais, c'est chacun d'entre nous à occuper le terrain et ensuite à remonter au niveau régional, au niveau national, pour faire entendre sur certaines positions, propositions. Toujours dans l'intérêt des personnes que nous accueillons. Absolument. Sur les questionnements, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont on a parlé là sur les échanges et notamment sur notre responsabilité RH en tant qu'employeur. Ça se revient. La formation, on parlait internat, externat. Voilà, tout à l'heure, on entendait, on n'avait pas l'habitude de le faire, mais on est allé au domicile, alors que ce n'est pas forcément dans notre autorisation. OK, ça, c'est l'autorisation, c'est notre responsabilité vis-à-vis de la personne que nous accompagnons, mais notre responsabilité en tant qu'employeur. Voilà, souplesse de l'accompagnement, ça veut dire qu'ils peuvent travailler, on peut dire, je caricature, un travailleur social va pouvoir aller en internat, en externat. Se pose derrière la question de la formation, de l'accompagnement de notre salarié à avoir toute la matière pour pouvoir le faire en toute sécurité. C'est également la question du droit du travail. Moi, si je prends un contrat de travail, il y a un lieu. Alors, je sais bien que géographiquement, on peut étendre ça, mais on peut étendre jusqu'où, alors qu'on a des associations maintenant qui sont présentes sur des départements entiers, voire même pour certaines, des régions entières. Je suis désolée, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi en termes d'horaire non plus. Voilà. Et ça, c'est des questions que j'ai. Je peux répondre à une parce qu'on a commencé. C'est balisé, oui. Bon. Au niveau des contrats, c'est balisé et que justement, c'est des choses qui doivent être bien cadrées parce que sinon, c'est de notre responsabilité. Une personne qui s'en va et qui est au niveau aussi de kilomètres et de régions, dont tout ça est balisé avec des avenants qu'on peut mettre en place pour pouvoir justement répondre à ces questions-là. Parce que là aussi, ça engage notre responsabilité, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut respecter aussi le droit du travail et veiller à tout ça. Hubert ? Oui, parce qu'on avait été près de Lyon, un ITEP qui avait commencé à réorganiser depuis 6 ans leur fonctionnement, justement par groupe d'âge, où les éducateurs ou les intervenants travaillaient plus sur une personne, mais
plus sur un groupe, mais travailler autour d'une personne qui était souvent partagée entre un CESAD, de l'internat, de l'externat, et ça devenait complètement difficile. Donc, on a commencé à faire ça dans notre institution juste avant que je parte. Je peux vous dire que ça a été le bordel. Effectivement, demander à des éducateurs d'externat de faire des soirées. Je ne vous dis pas comment il y a eu des arrêts de travail. Voilà, je suis parti à ce moment-là et j'en entends encore parler. C'est pas facile. Ça va demander du temps. C'est pour ça que je dis il faut absolument anticiper. Vous avez raison de le dire. C'est pas tellement l'extérieur, c'est déjà compliqué. Je ne parle pas des écoles qui ne sont pas prêtes, des municipalités qui ne sont jamais associées. Mais en interne, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire qu'on a eu, moi j'avais à peu près 150 salariés, des interrogations disant que ce n'était pas possible parce que ce n'était pas par rapport finalement à l'objectif, c'était par rapport à leur habitude de travail. Et ça a été, ça sera un boulot énorme. On l'imagine, on l'identifie pas dès le départ. Mais ceux qui étaient d'internat sont très contents de travailler en CESAD. Bon, oui. Voilà. Surtout dans les temps actuels où les jeunes, ce qu'on appelle génération alpha, sont plutôt dans une adaptation de leur travail pour leur confort personnel, enfin, ce qui est tout à fait légitime. Hein, je ne suis pas contre. Et je dis que c'est un boulot énorme dans une association d'accompagner cette réforme. Effectivement, les changements de statut. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça au niveau du droit du travail, hein, lorsqu'on en a vécu, mais c'est très intéressant une fois qu'ils ont compris. Et cette association de Lyon qu'on a été visiter, près de Lyon, mais ça a demandé aussi du temps chez eux. Oui, c'est ça. Il faut le poser d'entrée aussi. Oui. Quand on parlait des 2 ans, quand on a parlé des 2 ans, je vais tout de suite dessus. Bien sûr, même Bouba disait ça va se faire. Il pose des actes pour faire changer le fonctionnement. Et ça prendra 10, 15, 20 ans. Soyons clairs, la Scandinavie a fait ça en 20 ans. Et au départ, ça a été un peu dramatique. Donc, on ne va pas tout changer. C'est juste une amorce pour pousser le changement. Voilà. Et il ne faut pas oublier non plus que ce rapport a été construit à partir des expériences Covid. Il y a des choses que les gens ont acceptées pendant une période de crise sanitaire. Moi, j'ai vu des éducateurs aller faire des remplacements en cuisine. J'ai vu de l'externat faire de l'internat, de l'internat faire de l'externat. Mais parce qu'on était dans un contexte particulier, et c'est aussi pour ça que les gens l'acceptaient en tant que citoyen. Là, on parle en tant que salarié. Christelle, tu voulais prendre la parole? Je voulais rebondir. Excusez-moi, Christelle, excusez-moi, très simplement, Tata, très simplement. Ah d'accord, qui avait levé la main depuis un petit moment. Pardon, j'ai pas vu. J'ai oublié son prénom, excusez-moi, Tata. Ah, j'ai pas vu la main levée, pardon. C'était une virtuelle. Oui, pardon, ouais. Non, c'était pour témoigner un peu de la situation dans le Pas-de-Calais, hein, qui est un département relativement peuplé, avec des territoires particulièrement défavorisés. Par contre, la contrepartie, c'est qu'il y a énormément d'acteurs du handicap, hein, vu qu'on est quand même relativement champion en termes de taux de population handicapée, champion aussi en termes de taux de chômage et de population précarisée. Et ce modèle-là, alors la coopération, les passages entre structures, etc., ça se met en place petit à petit. Il y a une mode là dernièrement qui était la communauté 360. Je ne sais pas, on n'a pas du tout entendu parler là au cours de cette discussion. Hein. Bon, alors c'est bien, ça coûte un pognon de dingue, hein, quand on voit le nombre de gens et la masse salariale qui est autour de la table. C'est assez impressionnant pour pas grand-chose au résultat, parce qu'on fait comme si c'était des problèmes de coordination entre structures, alors que c'est tout bonnement un problème de place. On a des gens qui sont très démunis, qui sont porteurs de gros handicaps, qui se retrouvent effectivement, on en parlait, c'était abordé là tout à l'heure par un intervenant, au domicile avec des parents vieillissants pour des plus âgés. On se retrouve avec des jeunes qui ont une orientation IME qui remontent du sud avec un handicap profond et pour qui la solution, c'est d'être intégré au collège, parce que voilà, c'est le tout inclusion. Bon, on est avec des choses qui
sont complètement délirantes. On fait comme si c'était la coordination qui allait mettre la solution. Non, j'ai toute la bonne volonté possible. Je ne vois pas. Et la discussion là qu'il y a autour de la table, elle a tendance un petit peu à me conforter dans ma vision de mais qu'est-ce qu'ils pensent à Paris et comment et quels usagers ils ont devant eux et quels acteurs du médico-social ils ont devant eux pour penser des choses pareilles. Alors, il faut changer, hein. Effectivement, il y a des choses à faire bouger, sauf que des gens qui attendent 4, 5, 10 ans pour entrer en ESAT, c'est la réalité dans le Pas-de-Calais. J'étais directeur d'ESAT pendant 7 ans. Le milieu ordinaire, on réussissait une intégration avec un CDI une fois tous les 2-3 ans. Voilà, on avait des gens qui étaient en groupe, en entreprise, dans un bassin minier sinistré au niveau du chômage. J'ai du mal à voir. Bon, voilà, c'est pas pour casser l'ambiance, hein, mais juste pour témoigner de certaines réalités dans certains départements. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, hein, mais autre mode là, dans le secteur des CAMS, c'est les PCO, hein, les plateformes de coordination et d'orientation. Il y a eu un congrès de l'année CAMS, là, il y a une grosse année, où il y avait eu... ça y est, j'ai perdu son nom, du ministère, une des adjointes de Cluzel qui était venue pour défendre les PCO. Oui, ça peut marcher peut-être dans le département de la Lozère où il y a 5 autistes à tout casser. Non, je rigole, mais voilà, sur des… Méfiez-vous. Comment ? Méfiez-vous, il y a eu des descentes de Paris en Lozère. Oui, mais je ne suis pas de la Lozère, donc ce n'est pas grave. Non, mais voilà, sur des départements relativement peu peuplés bon, ça avait l'air de fonctionner. Les gens qui en parlaient avaient l'air assez satisfaits. Sur le Pas-de-Calais, il y a 2 PCO et l'une qui fait grosso modo 100 km sur 100 km avec 3 personnes qui sont chargées de faire l'évaluation et la coordination du parcours d'autistes, d'enfants porteurs de TND, pardon, je ne parle pas bien, de 0 à 6 ans passés, et on parle là de les passer à 13 ans. Pourquoi faire? Pour aller les mettre chez des libéraux? Il n'y a pas suffisamment de libéraux dans les cantons du Pas-de-Calais. Je ne comprends pas. J'ai du mal à saisir ce qu'on veut faire du médico-social. Oui, alors peut-être capter, si je l'ai mis sur le chat, là, capter les moyens pour les redonner aux bobos qui ont les moyens d'articuler ça autour de leurs proches usagers. Pour les gens paumés, au chômage depuis 2 générations qui sont complètement désinsérés, leur gamin qui a fait un AVC à la naissance, ils sont complètement out et ils n'iront pas chercher l'aide, et si on ne les accompagne pas, et ben voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer des gamins à 18, 20 ans qui seront complètement des bombes humaines. Est-ce qu'on aura gagné? Je ne pense pas. Mais voilà, je me tais. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Merci. Christelle, tu voulais Oui, parler? alors, c'est-à-dire qu'en entendant tous les témoignages, je pense qu'il y a un consensus pour noter que ça pose la question du sens, hein, notamment par rapport aux équipes salariées. Effectivement, quel est le sens de transformer leurs fonctions en allant à l'extérieur, en changeant les horaires, en bougeant éventuellement au niveau départemental, voire plus, parce qu'en effet, des contrats de travail peuvent finalement être très larges. Donc vraiment, cette question du sens, je rebondis sur ce que construit le comité éthique de l'ADC, à savoir propose d'approfondir des réflexions
En effet, sur le sens est-il encore nécessaire pour vivre et travailler ensemble, on a beaucoup remarqué que cette période de perturbation aussi de Covid a aussi totalement bouleversé les organisations et re-questionné finalement cette question du sens, y compris en lien avec l'attractivité aussi du métier, l'attractivité du territoire et la notion de management du sens en lien avec toute la dimension éthique. Donc, si vous le souhaitez, nous proposons en effet de poursuivre ces échanges avec en plus l'intervention en effet de monsieur Toutu, tout à fait passionnant, management par l'éthique. Hein, voilà, si vous souhaitez approfondir, et puis un deuxième intervenant également, nous diffuserons. Voilà, je voulais glisser cette petite info au passage. Mais tout à fait, Christelle, oui, tout à fait à propos. Jean-Luc? Oui, simplement, moi, j'avais bien repéré une piste potentielle sur tout ce qui est coordinateur, enfin, de parcours. Je me disais que peut-être vous auriez, quand je dis vous, c'est parce que je suis plus en activité réelle, même si je fais l'émission, vous auriez intérêt peut-être à penser des groupements. Je sais bien que tout ce qui est fusion-absorption et groupement, c'est hyper galère. Hein. Je vous le confirme, monsieur Landoisin, j'en ai fait aussi, c'est pour ça que je le dis. Mais en groupement, avec, non pas de retrouver des isolés, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, mais vraiment des équipes constituées pour pouvoir, j'ai envie de dire, être plus pertinent possible sur un même territoire ou un même bassin. Je ne sais pas comment on peut appeler ça comme ça, hein, mais c'est vrai que c'est une piste qui est extrêmement intéressante. Moi, elle m'a interpellé positivement parce que je vois dans les structures où moi je suis intervenu qu'effectivement, quand on a affaire à des gens qui suivent d'une manière isolée, que ce soit des gamins, des jeunes ou des adultes, hein, ils sont perdus à un moment donné et ils coulent. Et quand l'un ou l'autre n'est plus là, c'est-à-dire le fameux intervenant isolé, il n'y a plus personne qui prend le relais derrière. Et là, pour le coup, la personne qui suit, ça devient vraiment catastrophique. Alors, je veux dire, c'est vraiment une thématique, enfin, ou en tous les cas, une piste qui moi, m'a vraiment fortement intéressé. Je le dis alors avec toute l'extériorité, hein, même si je suis moins concerné que vous, hein, j'ai dit. Sachant en plus qu'on parle, là, on repart sur le médico-social, c'est-à-dire que c'est une équipe qui soutient la personne. C'est-à-dire qu'on a des psychos, on a des discussions, on peut soutenir la démarche. Alors que si ça devient, parce que c'était ça le problème de ce que annonce pas, on va devenir sur les prestations. C'est ça. Donc là, désinstitutionnalisation peut-être complète des prestations, qui les gère, comment on soutient quand la personne s'en va. C'est pas possible. Le médico-social est encore là, enfin le médico-social et toutes les autres secteurs. On est encore là, mais on ne quittera pas. Il faut réinventer. Et cette proposition de Louba, moi, je la trouvais intéressante, mais ça veut dire une construction très compliquée. J'ai bien aimé, moi, la façon de dire que ce n'était pas une désinstitutionnalisation, mais c'était d'institutionnaliser différemment. Et ça, je trouve que c'est plus respectueux de ce qui a pu être. Moi, j'ai vu la transformation des établissements. On est parti, moi quand je suis arrivée, alors pas dans le secteur du handicap, mais dans l'association où je suis, c'était 4 petits établissements, chacun très très autonome, l'un l'autre, ça se croisait jamais, tout ça dans une plus grosse association. Et en fait, en l'espace de 5 ans, tout s'est éclaté, mais je dirais mais plutôt en douceur, dans le sens où voilà, on a créé des liens, on a créé des plateformes, et puis on n'y est plutôt pas trop mal, quoi. Mais c'est donner ce temps et puis respecter quand même l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces établissements, ils étaient en microcosme, mais pas pour rien, quoi. Hein, parce qu'il n'y avait pas grand-chose ailleurs. Donc, tout était construit à l'intérieur. Aujourd'hui, on offre la possibilité à ce qu'il y ait des choses à l'extérieur et on est tous pour à 100%. C'est juste que ça se construit, quoi. Voilà, c'est du temps nécessaire. Il faut respecter l'histoire, c'est souvent, voilà. Il ne faut pas dire que ce qu'il y avait avant, c'était catastrophique et c'était nul et puis ça a enlevé tous les droits. Non, ça avait son sens à ce moment-là et aujourd'hui, on a un autre sens, mais parce qu'il y a eu une évolution. Je vous propose, parce qu'il est déjà 4 heures et que certaines personnes, voilà, tout le monde a un emploi du temps un peu contraint, certaines personnes nous ont déjà quittés. On a balayé pas mal de choses.
Je crois que le comité éthique en a entendu des choses, moi aussi dans mon rôle également. Donc après, voilà, c'est le tout de faire remonter ça et puis de pouvoir poursuivre en fait, la réflexion au travers de nos différentes instances. Moi, en tout cas, ça me permet d'avoir vraiment c'est ce que je marquais un peu dans la dernière newsletter, mais c'est vraiment d'avoir un terreau, c'est le vôtre, quoi. Voilà, c'est votre représentation, c'est votre réalité de terrain et qu'on soit bien représentatif de ça, voilà, et qu'on essaye de le porter au mieux, en tout cas. Est-ce que quelqu'un veut rajouter autre chose avant de clôturer? Oui, dire Betty, aux participants, qu'effectivement, on s'était, alors déjà, nos questionnements ont été enregistrés, on pourra y revenir dessus. On communiquera sur l'adresse où le retrouver pour les personnes qui le souhaitent. Et qu'on s'était dit aussi qu'on était prêt à l'ADC à refaire une après-midi thématique comme celle-ci, en présence ou avec la participation de l'avocat du cabinet Accent qui a fait la lecture justement à chaud du rapport de l'IGAS. Voilà. Donc si ça peut être intéressant, si ça peut amener pour les participants. Parce que moi déjà aujourd'hui, j'ai entendu des questions qui n'étaient pas du tout celles que je me posais initialement. Donc c'est très bien de faire un petit pas de côté. Voilà, de se rencontrer autour de nos lectures respectives. Pour autant, il y a des lectures, et le droit étant le droit, il y a des lectures qui sont non interprétables. Et peut-être serait-il intéressant qu'on puisse alors, de ce cabinet d'avocats-là, parce que c'est eux qui nous ont fait bénéficier à chaud de leur lecture. Après, il y a d'autres pointures comme M. Poinceau ou compagnie qui peuvent aussi nous éclairer à ce niveau-là. Est-ce qu'il y aurait des personnes intéressées par une telle démarche? Oui. Ceux qui restent encore ici. Oui, tout à fait. On va y réfléchir et puis voir, parce qu'à mon avis, ça ne va pas être une intervention gracieuse, donc on va voir ça avec Ah bon? À moins qu'on demande aux ARS de le financer. De le financer. Pour nous former, nous, on a besoin. Être présent à la réunion. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils connaissent tout ce qui se passe. De les convier à la réunion, c'est une excellente idée, ça, monsieur l'autre voisin. Et pour terminer, quand même, donner un grand coup de chapeau à mon amie Betty, parce que elle a réellement fait un super travail d'animation de ce groupe de réflexion et je n'aurais pas été capable de faire comme ça. Donc Betty, tu as toute ma confiance, une fois de plus. Merci, en toute humilité. Hein. C'est vraiment... Mais riche après-midi. C'est pas évident. Bonne fête de journée à tous, en tous les cas, et puis bonne fête de fin d'année. Je décroche et je vous remercie. Merci de nous avoir rejoints. C'est très sympa. Et figure-toi que j'avais essayé même l'île de la Réunion, mais je n'entendais rien du tout. Mais c'était vraiment hyper intéressant, apparemment. L'île de la Réunion, ça a été la catastrophe. Voilà. Et je vous renverrai aussi, je partagerai le lien pour assister à la réunion, pour écouter la réunion qui a eu lieu hier soir en Normandie. Oui. Animé par Arnaud Lecoq et Jean-Luc Godet, qui était aussi très sympathique. Donc, on a enregistré là aussi. Je crois que, voilà, moi, en tant que vice-président des régions, je me réjouis aussi qu'on puisse enregistrer nos débats et les laisser à disposition pour que, quand on n'a pas plus à faire, ce qui est rare dans la vie d'un directeur, on puisse les podcasts de l'ADC. Voilà. Merci à tous, bonne fête si on ne se voit pas. Merci, bonne fête de fin d'année. Merci pour l'organisation. Bonne fête à tous. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation.